Alors j'avais fait il y a très longtemps une vidéo sur les 5 clauses série, maintenant il est temps de passer au mid-clause et au mid-clause X ou IX. Et donc quoi de mieux que de commencer sur les clauses de la série, et c'est parti. Saint Seiya est un manga et un animé célèbre pour les armures portées par les protagonistes et leurs adversaires. Des armures souvent superbes qui ne cessent d'évoluer pour devenir des habits couvrant intégralement leurs porteurs. Les dotant d'ailes majestueuses les faisant ressembler à des anges. Ces armures font partie de l'identité de Saint Seiya, elles sont ainsi pour dire la marque de fabrique. Les 5 protagonistes disposent chacun d'une armure représentant une créature mythologique. Ces armures peuvent aussi représenter un objet ou être légendaire. L'Ophiuchus, Asclepios, Orion, la coupe. Les chevaliers d'Athéna possèdent tous une armure basée sur l'une des 88 constellations de la voûte céleste. La plupart des antagonistes possèdent une armure représentant également une figure mythologique, voire pour certains des figures de contes folklore variés, comme les Surplices qui renvoient à Tolkien, Lovecraft, ou bien même encore la petite sirène d'Anderson pour Thétis. Ces armures ont la particularité de pouvoir se composer sur un homme ou une femme arborant ainsi de formes possibles, la forme objet, qui est celle d'une créature fabuleuse mythologique, puis lorsque son propriétaire doit combattre, une forme où l'armure se recompose sur lui, pour ainsi constituer une défense solide lors des combats. L'armure qui n'est pas portée peut être aussi contenue dans une boîte nommée Pandora Box ou parfois Close Box. Les Pandora Box étant de taille unique et relativement petite, on suppose que les armures qui disposent de nombreuses pièces sont à l'intérieur particulièrement entassées, ou que leur taille se module. L'histoire de Saint Seiya débute avec l'obtention par Seiya de son armure de Pégase. Le héros doit affronter Cassius, un puissant ennemi, et à l'issue de la victoire est désigné comme le porteur légitime de l'armure de bronze. Les armures sont au cœur de l'intrigue, elles sont le symbole pour un personnage de son accès au rang de chevalier ou de sainte. Le premier acte se focalise sur l'obtention de la mystérieuse clause du Sagittaire, puis de son vol, avant d'introduire plus précisément le lore de la saga autour des 12 armures d'or. Armure et puissance. Le manga propose une hiérarchie de puissance bien connue, allant de bronze à or pour la garde d'Athéna. Les clauses de bronze ou les armures de bronze sont peu couvrantes, elles disposent de peu de pièces pour protéger un chevalier. A l'inverse, les gold claws couvrent presque la totalité du corps et surtout arborent des formes et motifs parfois complexes et de toute beauté, là où les bronzes saintes sont épurées avec des formes droites et peu élégantes, surtout au tout début du manga. Au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire, les designs se complexifient. Les premières armures proposent des designs minimalistes dont l'esthétique se rapproche parfois excessivement des mechas tels Gundam. Ces designs étant probablement considérés comme peu attractifs par Bandai et la Toei Animation, Shingo Araki les retravailla entièrement pour l'anime, en prenant le risque de les complexifier, ce qui pouvait constituer un obstacle à une animation fluide. Il est important de noter que Saint Seiya, avec ses designs d'armure parfois très recherchés, est encore aujourd'hui vraisemblablement l'une des sagas les plus difficiles à animer, ceci expliquant la simplification des designs dans Saint Seiya Omega, un changement qui n'a pas plu aux fans, très attachés aux qualités graphiques de la série d'origine. Ces designs retravaillés pour l'anime furent adaptés en figurines, avec un succès très important au Japon comme en France. D'après un article de Pierre Giner paru dans l'Animeland numéro 18 et 19, l'engouement pour les figurines de Saint Seiya dans l'Hexagone est comparable à celui pour les produits dérivés de Goldorak 10 ans plus tôt. Ces premières gammes de figurines, communément appelées vintage de nos jours, ont marqué l'enfance de milliers de fans de Saint Seiya, un sujet dans lequel nous reviendrons dans cette vidéo naturellement. Une première constante s'impose dans Saint Seiya, plus les armures sont couvrantes et détaillées, plus les personnages sont puissants. Elles sont le plus souvent l'indicateur de sa position hiérarchique d'un personnage ou de son potentiel.
Les trois joues des enfers ont pour exemple des armures, donc des surplices extrêmement détaillées, chargées même, donnant une impression de pesanteur, et de larges ailes qui confèrent au personnage une présence particulière, inquiétante même dans ce cas de figure. Les armures divines portées par les 5 protagonistes à la toute fin du manga illustrent également ce propos. Elles confèrent à leurs porteurs de grandes ailes, protègent presque intégralement le corps et présentent des motifs types de volutes délicatement désignés à l'instar des Gold Claws. Concernant les quelques femmes saintes, on a souvent souri devant la forme objet de la clause de l'aigle, tant l'armure portée par Marine ne compte pas beaucoup de pièces, encore moins dans l'anime que dans le manga. Les personnages féminins portent des masques vraisemblablement non liés à leurs armures. On ignore dans quelles conditions sont obtenus le masque de ces saintes. Leurs armures de ces personnages féminins sont peu couvrantes et tiennent plus du bikini et de la tenue d'aérobic en vogue dans les années 80 que de la protection digne de ce nom. Pire encore, la clause de bronze de June, apparue juste avant la grande bataille du sanctuaire, est bien plus couvrante que celle de Shaina. Thétis, quant à elle, abordera plus tard une armure protégeant la presque totalité de son corps. Quant à Kier de l'épisode 0 de Kurumada, elle disposera d'une armure détaillée et très chargée, à l'instar de ses frères Hypnos et Thanatos. Le manga propose aussi un niveau d'éclat différent selon la qualité des armures. L'ancrage des armures de bronze ou d'argent est un simple dégradé. Les armures d'or et divines possèdent plus de contraste et de reflets, de brillance, et cela constitue également un critère de puissance pour le personnage. Cependant, ces détails sont propres au manga uniquement. Dans l'anime, les effets d'ombre, de brillance et de contraste sont similaires pour tous les types d'armures. Ce sont les couleurs qui distinguent les armures entre elles. Après les Gold Saints, les Marinas sont colorisées avec des teintes sensiblement similaires. Les Bronze Saints voient également la couleur de leurs armures changer en or pour indiquer le passage vers un nouveau niveau de puissance. Les armures les plus denses et les plus couvrantes ne sont cela dit pas toujours un critère de puissance. Dans le cas d'Atlas, il est à peine plus protégé que Seiya, le personnage n'en est pas moins redoutable. Armure et psychologie des personnages. Il est important de considérer que les armures ont un design qui, au-delà de la figure mythologique qu'elles sont censées représenter, doivent aussi illustrer certains aspects de la personnalité de leur propriétaire. En cela, une armure devient d'une certaine manière une extension d'obstentatoire du caractère et du background du personnage qui la porte. Deathmask, le saint du cancer, un personnage cruel, possède une armure aux formes droites et agressives, comme pour rappeler la violence de ses actes. Elle est par ailleurs, en dehors de sa forme divine, la seule armure d'or à ne pas disposer de volutes décoratives en relief, comme pour appuyer le caractère particulièrement dur et vil de ce personnage. Shun possède une armure aux formes ovalaires, épaules descendantes le long des bras, armure couvrant le personnage de façon à rappeler qu'il se concentre sur la défense et non l'attaque. L'armure de son frère, le phénix, à contrario, arbore des formes élégantes ascendantes au niveau des épaules, plastron, bras, genoux qui rappellent les flammes, mais surtout trahissent un penchant plus offensif, un esprit combatif fort. Le Gold Saint du Sagittaire est tué avant que ne débute l'histoire de Saint Seiya. Il est présenté tout au long de la saga comme une sorte d'ange gardien volant au secours des protagonistes en leur prêtant son armure ou en leur donnant courage lors des moments difficiles. Ainsi, c'est sans surprise que son armure est la première à présenter des ailes. Cet élément est cependant devenu plus récurrent vers la fin où l'évolution des armures a rendu presque systématique la présence d'ailes sur les armures d'une certaine puissance. On peut également remarquer que dans les années 80, les capes des protagonistes couvrant le dos, Shingo Araki et son équipe ne savaient pas que l'armure de Mu dissimulait une tête de bélier dans le dos. Une erreur qui sera réparée dans les OAV de Junikyu, qui se veulent un peu plus fidèles au manga, comme avec Aldébaran qui récupère ses cheveux longs. La présence des ailes sur les armures est un aspect notable de la puissance des personnages, mais aussi un symbole du chemin parcouru, une figure de l'accomplissement. Ainsi, les armures de bronze, en s'élevant au rang d'armure divine, se voient toutes dotées d'ailes majestueuses. Un moyen pour l'auteur de nous indiquer qu'après avoir bravé la mort, foulé le sol des enfers et s'être surpassé tant de fois, les chevaliers de bronze sont devenus des êtres accomplis, divins. Ceci s'illustre par des armures les faisant ressembler à des anges capables de rivaliser avec des divinités infernales. Le design des armures, référence culturelle et artistique.
L'inspiration essentielle de M. Kurumada pour le design de ses armures est indubitablement le néoclassicisme, un mouvement de l'époque des Lumières né en Italie au moment de la redécouverte archéologique majeure comme Pompéi. Ce mouvement se distingue par la présence dominante de références iconographiques grecques et romaines. L'abondance de volutes et autres formes élégantes, courbes et motifs végétaux en feuilles d'acanthe sur les pièces d'armure conçues par l'auteur démontrent un amour certain pour la période antique. Si des références au travail de Giger sont notables sur le design des spectres via des formes plus organiques, osseuses, agressives, l'armure d'Hadès, bien que de couleur sombre, se rapproche davantage à des armures de la garde d'Athéna, adoptant des volutes élégantes d'un style gréco-romain, ce qui peut maintenir cette idée que pour l'auteur, ce style est un aboutissement. La présence de l'art nouveau et de ses lignes courbes qui s'entrecroisent est notable sur certains designs de Michi Umeno, comme le populaire Crystal Saint, maître de yoga. Les God Warriors ne sont pas par contre des personnages créés par l'auteur, c'est Michi Umeno qui s'est notamment occupé de la plupart de ses designs. Elle a ainsi opté pour des formes brutes, absentes de toute décoration à type de courbes, volutes, feuilles d'acanthe, aux géométries parfois complexes rappelant des minéraux via leur subtile coloration. Les couleurs sont notablement très différentes les unes des autres malgré la dominance de nuances sombres. Là où les Mariners, les Spectres et les Gold Saints se distinguent par la présence constante de couleurs dorées ou violettes, les God Warriors peuvent être vert bouteille, violette prune, rouge vermillon, bleu turquoise ou bleu marine. Ils affichent une plus grande diversité de couleurs. L'esthétique élaborée des armures a permis la création de nombreuses gammes de figurines des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Les produits dérivés Saint Seiya ont participé à son succès. Et à l'heure actuelle, même si la production des animés est achevée depuis fort longtemps, les figurines continuent à être produites, leur prix devenant croissant dans le temps, à l'instar de leur qualité, les faisant passer aujourd'hui bien davantage pour des objets de collection que de simples jouets destinés à un jeune public. Le marché des produits dérivés est depuis longtemps important dans l'histoire des animés japonais et on peut dire que Saint Seiya a une place de choix. La force des jouets Saint Seiya produits dans les années 80 résidait dans de nombreuses articulations et dans le fait de pouvoir placer l'armure aussi bien sur le personnage que sur son socle, une base permettant de représenter la figure mythologique lorsqu'elle n'est pas portée par son propriétaire. Le concept était ambitieux pour l'époque, où il était difficile d'adapter les pièces d'armure qui parfois changeaient de volume dans l'animé pour s'adapter à la forme de l'objet, ou la partie du corps qu'elle protégeait. Cet aspect élastique dont les volumes peuvent changer dans l'animé était évidemment impossible pour les figurines avec des pièces de métal ou de plastique. D'où l'intérêt d'une base, un socle sur lequel étaient fixées les pièces pour donner à la figure mythologique son apparence. L'anime ne reprendra guère ce concept, pas plus que les spin-offs et les Bandai d'ailleurs. Alors je profite de cette vidéo pour faire un petit erratum sur la vidéo des différences entre le manga et l'anime. J'avais indiqué que Bandai n'avait jamais utilisé les cartes apparues brièvement dans le manga. Mais en fait, si, on peut voir ces illustrations à travers les boîtes des closes séries. Les dessins des constellations du Cygne et de Pégase sont ceux alors visibles sur ces fameuses cartes. Les autres sont, comme vous vous en doutez, des créations. Bref, pardon pour cette petite coquille. La première gamme Sainte Claus série dite Vintage avait de nombreux soucis. Un réel travail sur le détail des pièces a permis une fidélité relative au caractère design de base, mais pour autant, le produit n'était pas réellement identique. Et les concepteurs jouaient avec les différences entre le manga et l'anime, proposant des figurines au design provenant parfois des deux formats, choisissant probablement le module le plus simple à adapter pour les moules de l'époque. Les pièces ne couvraient que la face avant du corps, en raison de pièces d'armure à pression basique affixées sur les corps. Les figurines comportaient aussi des erreurs de teinte, voire d'inversion de couleur chez les Mariners, mais en dépit de ces soucis, elles sont devenues des objets de prestige pour les fans nostalgiques. Ceci en raison du packaging très soigné avec des illustrations de toute beauté. Des ajustements sont effectués, par exemple, Seiya sur son bras droit enfile ce qui sert de queue à la forme objet de la clause de Pégase, ce qui fait que ces deux protections au bras sont alors différentes, chose qui passera à la trappe lors de l'élaboration de la Lurley Clause.
les versions françaises avaient, comme pour les versions espagnoles, la particularité d'être vendues dans de superbes boîtes à couvercle, ce qui permettait d'entrevoir la figurine et ses pièces d'armure, ce qui n'était pas le cas pour les versions asiatiques. Les traductions étaient par contre malheureuses et inappropriées. La fabuleuse queue du phénix. La balance, oui, c'est vrai. Cette gamme de figurines vintage fut rééditée pour le revival dans de nouvelles boîtes avec des illustrations des années 80, recolorisées. Cette production exclusivement hongkongaise a mauvaise réputation auprès des collectionneurs. Les peintures étaient de piètre qualité et se sont écaillées rapidement dans le temps. Elles se vendent aujourd'hui à relativement bas prix comparativement au vintage d'origine, dont les prix peuvent être élevés si l'état est bon. Il était également prévu de sortir les Final Claws ainsi que les God Claws, mais les Mid Claws sont très vite ringardisés la gamme Saint Claws série. Ainsi, les derniers projets n'ont jamais dépassé le stade de prototype. Cette différence de qualité entre production japonaise et hongkongaise pour les vintage est devenue presque canonique pour la production de figurines qui a suivi. Les mid-claws japonaises étaient beaucoup plus recherchées que les autres. Les collectionneurs pensaient que leur qualité était supérieure comme les vintage, mais en réalité, toutes les mid-claws provenaient des usines hongkongaises. Et la seule différence se situait au niveau des strikers Toei sur la boîte, dorés pour le Japon souvent, voire des autocollants pour les figurines distribuées en Europe. C'est à la période dite du revival que Bandai produit une nouvelle gamme de figurines connues aujourd'hui sous l'appellation de Saint Mid-Claws, ou plus communément Mid-Claws. Dès novembre 2003, les héros voient le jour avec les versions des New Claws. Oui, c'était en 2003. Bien sûr, ces figurines ont vieilli, notamment au niveau des visages, et ce pour accompagner la diffusion des OAV de Junikyu. Qui aurait cru qu'à l'époque que cette gamme de figurines deviendrait si importante? Certainement pas la Toei en tout cas, persuadé que le revival n'intéresserait que quelques fans nostalgiques désormais trentenaires. Ils cèdent les droits d'exploitation de la licence en produits dérivés à Bandai pour une bouchée de pain, et ce pour une durée de 4 ans, renouvelable à échéance, ce qui ne sera pas sans poser quelques problèmes par la suite. De 2004 à 2006, Bandai sortira tour à tour les fameux Gold Claws, et on sent que les ingénieurs de Bandai vont sans cesse se renouveler et s'améliorer, et les finitions n'ont plus rien à voir entre Aeolia et Aphrodite, qui sortira en dernier. Et Saga se paye le luxe d'avoir, en plus du personnage, un deuxième corps entièrement noir pour recréer l'illusion de l'armure vide dans le temple des Gémeaux, et surtout la tenue du grand pop Ares, ce qui était inespéré pour tout fan qui se respecte. En interview, le responsable avouera avoir rencontré de grandes difficultés sur l'élaboration de cette figurine qui était plus complexe à fabriquer. Alors que l'Arc Elysium ne sortira qu'en 2008, Bandai sort de 2006 à 2008 les redoutables Mariners, l'occasion de faire appel à Masami Kurumada pour superviser et valider après retouche l'élaboration de la chevelure de Kasa sans son casque, design depuis réutilisé dans le nouveau manga Kaiosenki Reprise of Poseidon. Continuons à suivre l'actualité de la série à travers le Makai N, les Final Claws de nos héros sortent et le résultat est nettement supérieur aux New Claws. Dès 2005, Bandai sculpte des visages de plus en plus ressemblants. À propos du Makai et Elysium, chez la Toei Animation, ils étaient verts de voir que Bandai se fait un argent de fou avec les Saint Claws Myth. Il s'agissait en effet de la deuxième licence la plus lucrative à l'époque, juste derrière Gundam. Et en plus, le fabricant de jouets ne participe plus au financement du reste des OAV d'Hades. Aussi, lorsque le contrat d'exploitation de la licence expire en mars 2007, la Toei gèle la sortie des Mid Claws pendant quelques temps, histoire de renégocier le contrat à la hausse. Bien désireuse d'avoir sa part du gâteau, la Toei Animation vendra à partir de 2010 beaucoup plus cher les illustrations de Shinkoraki et Michimono. Devant la hausse des prix, Bandai finira par renoncer à ses illustrations, si ce n'est quelques rares commandes exclusives passées auprès de Michimono comme le pack Abel et Athéna et la clause de Pégase version Tenkai. Coup de théâtre en 2006, alors qu'il se murmurait par les plus sceptiques que ces personnages n'intéressaient pas les Japonais, les God Warriors sortiront également. Siegfried, en dépit d'une épaulette loupée, s'est aussi bien vendu que Saga, produit à 8000 exemplaires pour la première fournée contre 5000 contre les autres Gold sortis jusque-là, entraînant des pénuries et un report de plusieurs mois pour la sortie française. Thor restera éternellement le God Warrior le plus recherché par les fans. Étonnamment, il existe des petites différences entre les versions japonaises et européennes sur Siegfried. Il est alors indiqué que ces modifications ont été réalisées pour répondre aux normes européennes.
Siegfried n'est pas le seul à être modifié pour l'Europe. Il y a eu également la forme objet du sainte de cristal, la crinière de la god-robe de Merak, ainsi que la lance de Krishna. Le même sort en effet, certaines pointes sont adoucies, arrondies et le métal die-cast est remplacé par du plastique pour répondre aux normes de sécurité européennes. Car bien que la gamme soit destinée aux collectionneurs adolescents et adultes, elle est distribuée en grande surface et en magasins de jouets. Ces altérations des versions européennes ont déplu aux collectionneurs qui se sont alors dirigés vers les versions hongkongaises et japonaises. Il est probable que la question des distributeurs et le public visé a commencé à germer dans l'esprit de Tamashii à ce moment-là. Si les collectionneurs sont le cœur de cible de cette gamme de figurines, une nouvelle stratégie de distribution devait être pensée pour la nouvelle gamme X à venir. Surtout que de telles modifications ont un coût pour Bandai France et l'arrivée ce n'est guère rentable pour le distributeur. Alors parlons-en des versions européennes et donc françaises des figurines. Elles sont sorties sur notre territoire et je pense qu'on est nostalgique de cette époque où on pouvait apercevoir dans des Toys R Us des Midcloth en français. Hélas, tout ne s'est pas passé comme prévu. Dans un premier temps, Bandai fit la chasse aux boutiques et sites d'import. Le message de Bandai heurta des fans qui redoutèrent que certaines figurines ne soient pas disponibles en France et qu'il leur faille donc passer par de l'import. En 2010, quelques revendeurs commencent à insinuer que Bandai stoppe la commercialisation des Midcloth. Et en effet, Bandai commence à changer sa stratégie commerciale. Le site bandaicollector.fr fermera ainsi ses portes. La firme Comic Group est choisie pour reprendre la distribution en Europe. Les figurines ne seront plus disponibles dans les grands groupes de jouets et les supermarchés. Seules les boutiques spécialisées pourront maintenant obtenir et vendre des figurines dont les prix et la qualité vont croître pour satisfaire le cœur de cible de la gamme Midcloth X, les collectionneurs donc. Hiroaki Tanaka, responsable des Midcloth au Japon, avouera que Siegfried était l'un de ses personnages préférés. Pour rester sur le responsable des Midcloth, lors d'une interview en 2005, il confirme que la gamme des Midcloth devait initialement comprendre uniquement les 5 héros en New Cloth, mais le succès en a décidé autrement. Il y a eu également de nombreuses enquêtes effectuées pour connaître les souhaits des Japonais, et c'est d'ailleurs ainsi que fut proposé le maître de yoga. D'ailleurs, Bandai donnera quelques indices en grec sur les prochaines sorties afin de faire cogiter les fans. En effet, sur la face avant de ces boîtes, Bandai y avait rédigé en grec des messages. Sur la boîte du cancer, il y avait par exemple une indication sur Asclepios, soit Shaina. Pour récompenser les acheteurs, Bandai ne tarde pas à concocter des coupons à l'image de ce qui avait été réalisé dans les années 80. Il était en effet possible de gagner la fake close du Sagittaire, le grand pop Ares et la robe de daim. Ici, il s'agit de s'offrir Pandore, le pop, Sion avec son surplice du bélier aux couleurs du manga, Shun version Hades, Hilda et une nouvelle fois la fake du Sagittaire ainsi que Saori Kido. Dans la foulée, les spectres les plus importants arriveront eux aussi, à commencer par les 3 juges. Contre toute attente, Jabu et Ichi sortiront et feront de bonnes ventes, chose qui n'était pas si évidente que cela. Ainsi, pour compléter cela, Nachi, Geki et Ban sortiront également, mais ils se vendront nettement moins bien et seront vite bradés. Des personnages plus populaires sortiront, notamment Shaina, donc elle est également vendue dans une édition comportant le colosse Cassius. Et puisqu'on parle des personnages féminins, June elle aussi aura le droit à sa figurine permettant aux fans d'avoir tous les bronzes existants apparus dans la série TV. Et Tethys verra également le jour. Nos héros en Early Cloth sortiront plus tard, soit dès 2010, et Bandai créera des versions or, rappelant alors des figurines collection des Cloth séries, suivis un peu plus tard des Steel Saints qui ne seront pas oubliés ainsi que les Black Saints. Sur des personnages particuliers, Bandai commercialisera par 2 des figurines. Ainsi, Black Swan et Black Dragon seront vendus simultanément et leurs compères également. Sho, lui, sera vendu seul, mais ses 2 compagnons en pack. Peut-être que Bandai redoutait le succès unitaire de ces personnages. La vente d'habits civils pour les bronzes ainsi que leur socle ne tardera pas à arriver. Et là, cela sera sans nul doute les meilleures ventes des Saints Midcloth. Ce sont les Godcloth de nos héros, leurs armures ultimes tellement attendues. L'adaptation animée choisira des couleurs différentes à celles du manga. Ainsi, les Godcloth reprennent les couleurs closes de nos héros dans le ton pastel pour souligner le côté pur et angélique de ces nouvelles protections. Ce qui peut être logique vu que ce sont des évolutions, mais Bandai, comprenant le succès et la demande, concoctera 3 versions, donc 3 couleurs différentes. Les ventes seront tellement importantes que Bandai ira directement voir le studio de Masami Kurumada pour commander de nouvelles Godcloth, mais cette fois-ci on parlera donc des 12 Gold Saints. Ce qui aboutira à la création d'Oena, donc série diffusée sur le net, pour accompagner la vente de ces figurines et non l'inverse.
Il y avait d'ailleurs une interview dans le Famitsu où ils expliquaient que ces figurines constituaient un aboutissement et que Doko était alors le plus complexe à créer. Mais Bandai ne rencontrera pas que des succès, il y aura des loupés comme les Crown Claws où Seiya sera commercialisé avec la clause du Sagittaire. Poséidon également sera proposé, un concept qui ne séduira pas les collectionneurs, rebuté par la taille, la surabondance des détails peu nécessaires et l'aspect plastique de ces modèles. Autre échec, il faut souligner qu'il existe une petite malédiction sur les ventes des Midcloth associées à des séries dérivées, telles que Saint-Seiya Omega, Lost Canvas, Legend of Sanctuary ou plus récemment Saint-Seiya Show. Et oui, car ces modèles de Midcloth ne semblent guère intéresser la masse de fans. Néanmoins, Bandai trichera quelque peu avec Saint-Seiya Show puisque Milo et Ayolia, assez visibles justement dans cette histoire, ressortiront. Et pourtant, lors du 10e anniversaire, c'est Tenma de Lost Canvas qui sortira en plus des rééditions des God Claws. Sur les personnages issus des films, Eris fut aperçu lors d'un salon, mais le projet n'aboutira pas plus que les prototypes de Guilty et d'Esmeralda. Abel et Athéna sortiront, et si les illustrations sont magnifiques, au niveau figurine, ce n'est pas génial. On pourrait synthétiser en notant que les collectionneurs sont attachés à la série d'origine et à ses personnages. Ils achètent ces personnages sous toutes leurs déclinaisons, animées, OCE, mais lorsque sont proposés des figurines autour des personnages tirés des spin-offs, ce sont systématiquement des échecs et les gammes sont stoppées de manière parfois brutale. On peut penser que la popularité, la nostalgie joue un rôle important, mais peut-être aussi les designs. Dans le cas de Lost Canvas ou de Saint-Seiya Omega, les divergences de style ont probablement rebuté les collectionneurs qui recherchent des figurines dans le style de leur animé d'enfance. Bon, cette critique est surtout pour Saint-Seiya Omega. Il est probable que les Midcloth basés sur Next Dimension se vendraient relativement bien. De nombreux fans disent attendre le Serpentaire d'or, qui n'a malheureusement été édité que pour une figurine X sans visage exclusive lors d'un salon. Et bon sang que cette figurine est rare. Et du coup, pourquoi c'est beau? Ces figurines reposent sur le même concept que leurs ancêtres, permettant de placer les différentes pièces d'armure sur le personnage et sur un socle pour recréer la forme objet de l'armure lorsqu'elle n'est pas portée. Les figurines sont plus grandes, ont de nombreux niveaux d'articulation et les pieds et les mains peuvent être maintenant changés, ceci permettant de changer des pièces entières qui ne couvrent plus seulement la face avant de la figurine. La figurine peut être ainsi exposée de dos et non seulement de face. Le niveau de détail est important. Les figurines sont disponibles avec plusieurs visages interchangeables aux multiples expressions ainsi qu'avec parfois différentes coiffures. Idée de génie de la part des ingénieurs de Bandai est de créer des pièces couvrant toutes les parties du corps par un système très simple où il convient d'enlever les poignets et les pieds de la figurine pour y faire glisser les pièces d'armure. Du côté des Gold Saints, on note une progression significative entre les premières sorties, Shaka, Camus, Aiolos et les dernières. Conscient de la progression fulgurante, notamment autour des visages, Bandai commercialisera des bustes appendix pour améliorer certains personnages, malheureusement vite abandonnés car trop coûteux à produire. Les Midcloth Exclamation! Les ventes sont fructueuses, ceci amena Bandai à faire évoluer sa gamme vers une nouvelle série de figurines toujours en cours d'édition à ce jour, les Midcloth X, qu'on peut prononcer IX ou Exclamation. Cette gamme de figurines est la plus aboutie à ce jour et constitue pour de nombreux collectionneurs le pinacle en termes de figurines de collection. Les Midcloth X reposent sur le même système que leurs prédécesseurs. Les pièces sont cependant modélisées en 3D pour plus de détails et de précision. Les peintures sont également de bien meilleure qualité, les teintes sont riches et très fidèles aux couleurs de l'animé. Les scales des Mariners présentent par exemple un orange vibrant tandis que leurs homologues peinaient à se distinguer des teintes des Gold Saints, avec des nuances cuivrées assez ternes. Les couleurs des versions OCE, Original Color Edition donc, sont sensiblement améliorées pour les figurines. Elles comportent parfois plusieurs nuances différentes là où le manga présentait une monochromie totale pour ses armures. Ajoutons à cela que les Midcloth X comportent désormais beaucoup plus de pièces en métal. Le marché est suffisamment fort pour pouvoir pousser Bandai à forcer la réalisation d'un animé juste pour promouvoir
leur catalogue de figurines le plus abouti. Soul of Gold fut produit en 2015 et il était possible de précommander le Lion Divin, le Bélier et la Vierge avant même la sortie officielle des épisodes. Malheureusement, l'anime a souffert d'une qualité graphique et scénaristique toute relative, ce qui n'a pas empêché la gamme de figurines de se vendre avec succès. Le développement des 12 figurines autour des 12 signes du zodiaque, de personnages charismatiques hautement populaires dans les versions divines, n'était pas exactement un pari risqué pour Bandai. Tristement, là où en 1980 il était difficile de concevoir des figurines aussi belles que leur alter ego de l'anime, Soul of Gold est devenu l'illustration d'une tendance quasi inversée. Il fut indubitablement compliqué pour les animateurs de travailler avec les designs des armures divines dans Soul of Gold. Elles sont présentées sur des plans fixes ou en animation dans des séquences avec bien moins de détails que les figurines. Ces designs ont été conçus pour le marché des figurines de la collection. L'anime en est réduit à un simple instrument marketing pour celle-ci. Cette analyse permet de souligner le talent des animateurs originaux qui étaient capables de donner vie à des designs complexes avec beaucoup de fluidité, et c'est là l'une des plus grandes problématiques de Saint Seiya en anime. Cette série représente des designs d'armure complexes qu'il est difficile à animer, d'autant plus dans un monde où l'on exige beaucoup en peu de temps avec peu de moyens et de personnel. Les Midcloth X sont distribués en quantité plus infime que la gamme qui les ont précédés. Il est parfois compliqué d'obtenir une figurine à un prix décent si l'on ne l'a pas achetée dès sa sortie. La spéculation autour de cette gamme peut être monstrueuse. Le Taureau de Soul of Gold, Hagen, Yo de Scylla ou encore Camus Surplice sont aujourd'hui des Midcloth X qu'il est impossible d'obtenir à moins de 200 €. Heureusement, les rééditions régulières permettent de récupérer une figurine manquante à un prix raisonnable. Les Gold Saints sont actuellement tous réédités avec souvent des visages et des mains supplémentaires pour éventuellement pousser au rachat les collectionneurs possédant déjà les premières versions. Les Midcloth, bien qu'étant un succès indiscutable, elle a malheureusement cette triste réputation de vieillir les fans, tant les prix ne sont guère à la portée des plus jeunes. On peut noter que Tamashii continue la production des Midcloth classiques avec des figurines revival proposant de beaux et nouveaux visages, mais surtout avec des figurines de personnages plus obscurs comme des spectres ou des Silver Saints, parfois très anecdotiques. Le problème de la gamme classique de Midcloth repose sur l'échelle de ces personnages. Les Midcloth X sont plus grands et il est difficile parfois de mettre en scène des personnages provenant de gammes différentes. Shiryu en première armure fait 2 têtes de moins que Deathmask en version X. Il reste donc à espérer que Bandai sortira un jour les Early Clothes en version X afin de pouvoir accompagner les Gold X. Si la gamme classique continue à proposer des personnages inédits, on peut penser que la gamme X a encore également quelques beaux jours devant elle. Il reste à adapter les versions des Bronzes Saintes de nombreux OCE. La saga Asgard est également incomplète à l'heure où j'écris cette vidéo. Il est raisonnable de penser qu'un jour Next Dimension sera développé en figurine, Midcloth ou X, on ne sait pas. Il est en effet possible pour Bandai de modéliser quelques nouveaux personnages. Il est également tout à fait possible de penser que les spin-offs d'un intérêt relatif verront le jour pour permettre la production de quelques nouvelles figurines. Il est cependant difficile de prédire si celles-ci se vendront décemment, compte tenu des échecs passés avec Lost Canvas, Omega et Saint-Seiya Show. On sait d'ores et déjà que Bandai songe à sortir des versions surprises des Scale, des Mariners pour coller avec le manga Reprise of Poseidon. Quoi qu'il en soit, cette gamme de Midcloth Exclamation, proposée par Bandai Tamashii, est à l'heure actuelle une des plus belles collections qui soit. Le soin apporté à ces figurines est saisissant et dépasse allègrement en termes de beauté et de finition la plupart des autres goodies du marché. La survie dans le temps de ces superbes gammes de figurines démontre une passion chez les fans qui a peine à décliner dans le temps, même sans matériel animé comme support. Alors si cette vidéo vous a donné envie de collectionner les Midcloth, mais que vous avez envie d'en savoir un peu plus, notamment sur les sorties détaillées, savoir si telle figurine vaut le coup, eh bien voici quelques chaînes que je vous recommande. Les figurines de The CNS. Déjà un grand merci à lui de m'avoir autorisé à diffuser quelques extraits de sa chaîne pour élaborer cette vidéo. Ces analyses sont très complètes et des comparaisons sont effectuées à travers les model sheets de la Toei Animation. Cette chaîne vous fournira beaucoup de précisions concernant de nombreuses Midcloth. Il y a également la chaîne de Mitrater, lui aussi un expert autour des Midcloth. Là, vous aurez le droit également à des comparaisons bien pertinentes. Une aile trop longue par rapport au manga, il voit tout.
Et d'ailleurs, je suis très jaloux de cette chaîne parce qu'il a pondu une vidéo sur les grands pop, à savoir Ares, Saga et Sion, et la vidéo est nettement meilleure que la mienne, donc bref, foncez. Et enfin, Atlas Aiolos Davy, sa collection de Mythos est juste démentielle, véritable couteau suisse ambulant puisqu'il effectue même des interviews où présente la collection de ses abonnés. Bref, ne passez pas à côté de ces chaînes. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt et surtout, portez-vous bien. Ça tient pas! Ah, s'il y a bien un truc que je déteste dans les Mythos, c'est les poignets. Pourquoi j'arrive pas? Bah, c'est le chevalier de Pégase, voyons. Le chevalier de Pégase, le héros de Cynthia des Chevaliers Zodiac. Oh, moi je connais pas. Ah oui, effectivement. Ah là là, dès que c'est pas Fortnite, dès qu'il n'y a pas de mitraillette, bah voilà. Ah, voilà. Oh, je me sens vieux tout d'un coup. Seiya, attention! Ton poing ne pourra pas atteindre la vitesse de la lumière si tu ne parviens pas à le fixer correctement sur la mythos. Eh oui, avec la chaîne nébulaire, vous pouvez me voir monter les figurines. Il est vraiment nul, le gars qui fait la chaîne nébulaire. Il ne sait vraiment